Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le 26 janvier 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information CJSR communautaire. Saint-Raymond a connu une année record en matière de développement économique en 2022. On en parle tout à l'heure avec le président de la corporation, M. Richard Saint-Pierre. La MRC de Portneuf lance l'initiative Trouve ta job pour aider les employeurs qui doivent travailler avec la pénurie de main-d'œuvre. Aubert Tremblay nous a préparé un reportage sur les récentes activités du Centre d'expertise en biomasse de Portneuf. La Maison Plamondon met en place un projet de mentorat pour les jeunes artistes de Portneuf. On en parle avec Sarah Michel et Véronique Bertrand. Finalement, James Shelter, un artiste d'ici, sera avec nous pour parler d'un nouvel album. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le développement de Saint-Raymond a connu de bons avancements en 2022, si on en croit le bilan de la Corporation de développement de Saint-Raymond, qui indique une année record. De nombreux terrains ont été vendus et l'incubateur fonctionne à merveille. On en parle donc avec Richard Saint-Pierre, le commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Monsieur Saint-Pierre, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Danick. Merci. Merci pour l'invitation. Je voulais vous remercier d'être avec nous ce soir, Monsieur Saint-Pierre. Vous dites une année exceptionnelle. Comment on peut qualifier l'année 2022 d'exceptionnelle? Bien, en fait, dans les 5 dernières années, on peut dire, Danick, qu'on a eu un bilan là, qui a toujours été très, très positif. Mais l'année 2022 particulièrement, c'est une année exceptionnelle dans le vrai sens de l'adjectif du mot parce qu'on a battu 2 records. En fait, on avait un record pour le nombre de terrains vendus qui était de 7 en 2021. Mais pour l'année 2022, c'est 13 terrains qui ont été vendus et c'est absolument formidable. En termes de pieds carrés, si on l'exprime comme ça, c'est plus de 837 000 pieds carrés de terrain qui ont été vendus. Et ça représente tout ça des investissements importants. Hein? On parle d'environ 19 millions d'investissements. Moi, quand je donne des chiffres, j'aime toujours les donner de façon conservatrice. Et on parle de 19 millions d'investissements que vont générer ces implantations-là à venir. On parle de 208 emplois qui seront soit du maintien ou de la consolidation ou de la création de nouveaux emplois pour un total donc de 208. Alors ça, quand on parle d'une job qui fait en sorte qu'on apporte de la richesse collective, qu'on enrichit la communauté raymondoise, bien, c'est avec des résultats comme ça. On en est très, très fiers. Parlez-moi un peu de ces implantations de nouvelles entreprises-là. Est-ce que c'est des gens de l'extérieur qui ont acheté des terrains ou des gens d'ici? C'est quoi un peu le portrait de ces nouvelles implantations-là? Très bonne question. En fait, je te dirais que l'entrepreneurship local, c'est ce qu'on vise beaucoup à soutenir et à encourager. Et je te dirais que la majorité, Danick, de ces ventes-là, c'est de l'entrepreneurship local. Mais on a quand même 4 promoteurs qui sont de la région de Québec qui vont venir ici construire des multilocatifs. On va en reparler un petit peu plus tantôt au niveau de la création d'espaces locatifs. Et on est bien fiers de ça aussi. C'est de l'expansion d'entreprises existantes dans certains cas qui ont acheté des terrains additionnels donc pour réaliser des projets d'expansion, mais c'est aussi carrément des nouvelles implantations. Alors, c'est un beau mix des deux, là, et puis on est très, très fiers.
Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux types d'emplois avec ces implantations-là qui vont arriver pour les gens de Saint-Raymond et de Portneuf en général? Là? Bien, absolument. Bien, on a toujours, à Saint-Raymond, ici, dans le parc industriel numéro 2 notamment, on a une belle concentration dans le secteur des produits métalliques. Et je dirais que ça se matérialise encore dans les implantations qui sont à venir là, pour 2023, dans le fond. Et donc, ça va être beaucoup, encore une fois, des soudeurs assembleurs, des techniciens en génie mécanique, des peintres industriels, des ingénieurs aussi, tout simplement, des ingénieurs industriels, des ingénieurs mécaniques. Alors, c'est souvent le type d'emploi qui est beaucoup recherché par nos entreprises manufacturières ici à Saint-Raymond. Monsieur Saint-Pierre, vous êtes commissaire industriel ici à Saint-Raymond. Qu'est-ce qui fait que Saint-Raymond, c'est attirant pour de nouvelles implantations? Bon, on a des belles caractéristiques avantageuses. Hein? Nos terrains sont à un prix qui est abordable. On ne mise pas tellement sur le prix de vente des terrains, mais bien plus sur les revenus fonciers qui vont découler de ces implantations-là, sur les emplois que ça va générer. En fait, lorsqu'ils se créent des emplois comme ça, ce sont des travailleurs de Saint-Raymond qui sont déjà des résidents de Saint-Raymond, qui consolident là, leur présence à Saint-Raymond, qui continuent de payer des taxes résidentielles. C'est également des nouveaux travailleurs, donc des gens qui arrivent de l'extérieur, qui vont amener des nouvelles taxes résidentielles aussi. Alors, pour nous, ça, c'est un ensemble de caractéristiques avantageuses. Le prix des terrains, c'est très important. Et ensuite, bien, il y a tout le travail de démarchage qu'on fait à la Corporation de développement, les incitatifs qu'on peut offrir. On a l'incubateur d'entreprise, on va en reparler tout à l'heure. Nous avons des programmes de crédit de taxes aussi pour ceux qui construisent des bâtiments. Alors, c'est un ensemble d'avantages qui, dans le contexte concurrentiel régional, là, sont fort pertinents. Évidemment, les entreprises, se procurent de nouveaux terrains, mais il y a aussi d'autres entreprises qui voudraient peut-être louer des nouveaux espaces. Ça, c'est une chose qui faisait partie de votre cheval de guerre, là, j'imagine, là, à la corporation. Très, très bon point. En fait, quand je suis arrivé ici en 2018, c'est un constat que j'ai fait assez rapidement, qu'il y avait une déficience au niveau des espaces locatifs à faire. On en avait très, très peu. On est obligé même de regarder passer la parade à quelques reprises. J'ai essayé dans les premières années d'intéresser des promoteurs immobiliers. Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Et patience et persévérance ont porté fruit. Et je dirais qu'en 2023, il va y avoir environ 6 projets qui vont créer environ 42 000 pieds carrés d'espace locatif. 9 adaptés aux besoins des entreprises manufacturières. Alors, dans certains cas, ça va être des entreprises qui vont se construire et qui vont satisfaire leurs propres besoins dans un bâtiment, par exemple, de 5 000 pieds carrés. Ils vont s'en servir environ de la moitié, 2 500 pieds carrés. Et l'autre 2 500 pieds carrés va être alloué à un ou des locataires. J'en ai qui vont construire des bâtiments de 15, 20 000 pieds carrés sous forme de condos industriels, parfois alloués, sous forme d'espaces locatifs tout court. Alors ça, on vient corriger avec ça une grosse déficience qu'on avait à Saint-Raymond dans notre offre. Parce que lorsqu'on veut attirer des entreprises, les supporter dans leurs projets d'implantation ou d'expansion, il faut que l'offre soit à tous les niveaux. Disponibilité de terrain, mais aussi disponibilité d'espaces locatifs. Alors là, c'est mission accomplie pour la création d'espaces locatifs. Vous en avez parlé tantôt, M. Saint-Pierre. On parle de l'incubateur d'entreprise. Comment ça fonctionne à Saint-Raymond? Est-ce que le bilan est bon aussi à ce niveau-là? Le bilan est absolument formidable, au-delà de nos espérances. Vous savez, il était opérationnel en novembre 2020, c'est quand même assez récent. Et 2021, à la fin de l'année 2021, nous avions un taux d'occupation de 90 8 ateliers et 7 ateliers sur 8 étaient occupés. Mais dès le mois de janvier 2022, et ça s'est poursuivi tout le long de l'année 2022, un taux d'occupation de 100 ce qui, au plan d'affaires du projet, initialement, était prévu seulement à la 4e année comme telle. Alors, on est très satisfait de ça. Et on est très satisfait des résultats qui vont émaner de cet incubateur-là, comme on se le souhaitait, c'est-à-dire des entreprises qui prennent naissance là, qui peuvent être là pendant une durée maximale de 5 ans, mais qui, pour toutes sortes de raisons, qui veulent réaliser, dont la croissance des affaires va rapidement. Et ce sera le cas, exemple, G-Marche Industrie va se relocaliser en mars prochain, après 1 an, 15 mois à l'intérieur de l'incubateur, dans un bâtiment distinct qui va être construit par GLV Construction. Il va louer là comme tel. Donc, de ce que je comprends, M. Saint-Pierre, l'incubateur a fait en sorte qu'ensuite, on peut avoir d'autres terrains qui... Exact. C'est comme vous répondez à votre propre demande, en fait. C'est ça. Bien, l'incubateur d'entreprise, c'est des locaux adaptés pour des entreprises en démarrage, avec des loyers avantageux, puis avec des services d'accompagnement aussi pour leur croissance. Évidemment, on souhaite qu'au bout de 5 ans, donc, ils volent de leurs propres ailes. Et lorsqu'ils veulent voler de leurs propres ailes, soit poursuivre en locatif, soit s'acheter un terrain et se construire un bâtiment. Notre offre est là aussi pour les suivre et on veut les garder à Saint-Raymond comme tel. On veut qu'ils poursuivent leur croissance à Saint-Raymond et on travaille dans ce sens-là. Donc,
Un mot final un peu pour la population sur cette année 2022, mais aussi 2023 qui s'en vient. Est-ce qu'on pense encore que les prévisions sont bonnes pour 2023? Les prévisions sont bonnes pour 2023. Évidemment, il faut être conscient qu'en 2023, il va quand même avoir une forme de récession. Quelle en sera l'ampleur, ça reste encore à déterminer. Par contre, si je me fie en ce début d'année 2023, ça démarre en Lyon encore. On a déjà encore 3 terrains de vendus, presque 180 000 pieds de terrain carrés de vendus à 3 entreprises, encore du locatif aussi parmi ça. Fait qu'en tout cas, ça augure très, 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 très bien. Évidemment, là, je parlais de l'incubateur. Le message que j'aimerais laisser aussi en passant, bien, des fois, des gens m'ont appelé et face à notre taux d'occupation qui était à 100 j'ai été obligé de les mettre sur une liste d'attente ou ils sont désistés un peu. Bien là, je lance l'appel à la population. Là. S'ils ont des projets pour entreprendre dans le secteur manufacturier, on a des beaux espaces pour les accueillir dans l'incubateur. En mars, en mai prochain, il va y avoir 4 ateliers qui vont se libérer. Alors, on peut accueillir d'autres entreprises. Il faut que la roue tourne, comme tel. Richard Saint-Pierre, commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Danick. Et nous, on poursuit maintenant avec quelques informations en vrac qui nous provient de la dernière séance de la MRC de Portneuf. Du 18 janvier dernier, du côté du développement économique dans Portneuf, la MRC a recommandé au fond de la région de la capitale nationale d'apporter son aide à une future garderie de Pont-Rouge qui va ouvrir une centaine de places prochainement. La MRC a recommandé un montant de 50 000 la MRC aussi va investir 4 000 en publicité au courant de l'année pour Portneuf, culture de saveurs. Également, 2 431 sont investis pour la création de 5 infolettres, toujours pour Portneuf Culture de saveurs. Cette année encore, la MRC se fait partenaire du programme de cadets de la Sûreté du Québec, alors que 4 d'entre eux seront en activité sur le territoire de Portneuf. Finalement, le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, a pris la parole concernant une coupe forestière qui pourrait survenir dans le parc régional naturel de Portneuf entre les années 2023 et 2028. Il déplore qu'il n'y ait pas de consultation suffisamment avec la MRC et il espère que ceci aurait pu survenir plus tôt. On l'écoute sur le sujet. Alors, comme vous le savez, le ministère a déjà entrepris une consultation publique qui est en cours suivant des droits de coupe et la consultation vise principalement des secteurs qui sont situés à l'intérieur du parc régional naturel de Portneuf. Nous avons déjà manifesté certaines préoccupations importantes auprès des instances appropriées et nous leur avons indiqué que nous avions souhaité, et ce depuis déjà plusieurs années, d'avoir la possibilité d'être consultés en amont avant même la tenue de ces différentes consultations afin qu'on puisse partager avec les différents acteurs du milieu nos attentes, nos préoccupations et également nos propositions au niveau des différents aménagements. Et la résolution vise donc à réitérer cet engagement ferme et volonté d'action de la MRC de pouvoir être partie prenante au niveau des différents acteurs du ministère avant la tenue de ce type de consultation et d'indiquer notre objection aux droits de coupe tels que présentés au niveau des différentes propositions. Après la pause, d'autres nouvelles et on va s'entretenir avec l'artiste originaire de Portneuf, James Shelter, qui lance un album demain, vendredi. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. C'est lui, mon nouveau chum. Il voulait pas être là parce qu'il a de la fièvre. C'est bien attentionné fois 1000. Ça, c'est un psychopathe. La semaine passée, il a mis un masque au centre d'achat. Si tu voyais comment il se lave les mains. Est-ce qu'il y a un frère jumeau? Hein? Quand t'es tous qui mouche ou qui a mal à la gorge, j'imagine qu'il met un masque aussi. Est-ce que ça peut être mon nouveau parrain? C'est moi ton parrain. J'y donne l'auto. J'y donne la maison. J'y donne mon bébé. Bonne idée. Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il est difficile pour les employeurs de Portneuf de trouver des employés lors de la saison estivale afin d'aider les entreprises portneuvoises sur le sujet. La MRC de Portneuf a lancé un programme nommé « Trouve ta job ». Cette campagne vise à exposer davantage les emplois étudiants auprès des jeunes, en plus de leur offrir des emplois qui cadrent avec leur domaine d'études. La MRC invite les entreprises de la région à s'inscrire sur le site web www.mrc.ca
www.trouve-ta-job.ca qui va permettre aux étudiants d'explorer un répertoire garni. La plateforme est accessible gratuitement pour les entreprises, les municipalités et les organismes portnevois. Le Centre d'expertise en biomasse de Portneuf, qui est situé à Saint-Marc-des-Carrières, effectue régulièrement des conférences partout au Québec auprès des entreprises afin de mettre en valeur cette énergie qui est créée à partir des matières organiques d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique. La semaine dernière, Jean-Pierre Naud, le directeur du Centre d'expertise, était à Lévis pour l'une de ces conférences. On écoute le reportage qu'a réalisé mon collègue Aubert Tremblay. Ce jour-là, Jean-Pierre Naud allait chez RB-Tech à Lévis, une entreprise qui fabrique des meubles de bureau. RB-Tech fait partie du groupe Technion, qui possède une vingtaine d'usines comme celle-là à travers le monde. Jean-Pierre Naud y allait à titre de directeur du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse, qui est à Saint-Marc-des-Carrières. On fait souvent des conférences comme ça dans les entreprises? Bien, en présentiel, je pense que c'est la deuxième. Mais en vidéoconférence, ça doit faire une 50-60. En entreprise comme ça? Oui. Les dirigeants de RB-Tech l'avaient convoqué parce qu'ils veulent mieux valoriser les résidus qui sortent de l'usine. Bien, écoute, on a des rebuts, on a, je te dirais, plusieurs centaines de tonnes de rebuts. Ah bon? Qui proviennent de la façon même de ce qu'on fabrique. Là. Et actuellement, ils vont où? Actuellement, ils sont recyclés via notre fabricant de panneaux de particules qui est Uniboard. Donc, on a une belle entente intéressante, mais on se questionnait si on ne pourrait pas faire mieux avec quelque chose qui aurait un impact encore plus positif pour l'environnement que simplement les recycler pour refaire des panneaux. L'entente pour le recyclage des déchets coûte très cher à la compagnie. L'idée serait donc de brûler ces résidus sur place pour en faire une source d'énergie. Et ça, c'est exactement le domaine de Jean-Pierre Naud et de son centre d'expertise. Il y a peu d'informations disponibles sur le sujet au Québec. Il est donc venu donner une formation qu'il appelle Biomasse 101. Biomasse 101, en fait, on l'offre gratuitement pour que les gens, après, c'est un aide à la prise de décision. Hein. Nous, on veut se servir de cette expertise-là pour savoir si le projet vaut le coup, avoir un appui, une connaissance. Et j'imagine un réseau de contacts qui va avec. Donc de ne pas se planter, d'être un projet innovant qui aura des retombées tant économiques, environnementales que sociales. Un des objectifs de la formation, c'est de briser les préjugés. Par exemple, sur la pollution générée par la combustion. Bien, on ne perd pas le ciel dans la fumée. Là. C'est très, très, très performant au niveau des émissions. Donc, un équipement comme il va y avoir au centre d'expertise, c'est quand même une machine qui pourrait chauffer 25 maisons environ en puissance, puis qui va produire 4 grammes de particules fines à l'heure. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'un poêle à combustion lente, EPA, les derniers modèles de poêle, qui peuvent chauffer une seule maison, c'est 32 grammes de particules fines à l'heure. Là, on parle d'un équipement qui peut en chauffer 25. Là. Autour de la table, il y avait des représentants de plusieurs usines de Technion. Les questions ont été nombreuses. Visiblement, les responsables sont vraiment intéressés à mener leur projet à terme. Ils y voient plusieurs avantages. Et on sait que le potentiel de ce qu'on a ici, à mon avis personnel, puis suite aux réflexions d'Amandine, il y a un potentiel énergétique quand même fondamental. Et si on se chauffe seulement nous, on aurait besoin de 9% de nos résidus. Donc, on pourrait avoir quelques partenaires avec nous. Ils peuvent vendre l'énergie à des usines qui sont voisins. On est dans un parc industriel. Ils peuvent chauffer leur stationnement. Ils peuvent chauffer leur usine. C'est aussi qu'on pourrait peut-être avoir un impact important auprès de nos alentours, que ce soit la municipalité qui a un aréna à côté de chez nous. On pourrait peut-être même devenir fournisseur d'une partie de cette énergie. Mais le projet pourrait avoir aussi un impact sur le marketing des produits. C'est sûr que ça a un impact, ça a une valeur commerciale pour nous de pouvoir démontrer
on a la trace la plus faible possible sur la planète face à nos procédés de transformation et de fabrication. Puis nos employés nous demandent aussi d'être de plus en plus verts ou de plus en plus de réduire notre trace. Je me suis renseignée s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui l'avait déjà fait, et apparemment non, du moins au Québec. Donc ça pourrait être aussi un support pour les entreprises qui génèrent des panneaux de particules, une solution durable. OK, une vitrine pour les autres entreprises qui font la même chose, donc qui font des choses semblables. Oui. OK. Puis on a besoin de multiplier les vitrines en Amérique. On est au départ de tout ça. Donc les gens ont besoin d'être rassurés. Peut-être que la compagnie ici va faire partie de ton réseau de vitrines, c'est ça l'idée? Ben oui, de notre réseau de vitrines, ouais, c'est ça, exact. Avez-vous une idée d'un horizon, en combien d'années vous allez réussir à faire ça? Le plus tôt possible, mais je te dirais que je pense que ça va être plus en fonction de notre capacité de recherche que de la capacité de prendre l'action pour faire des investissements, parce qu'on serait déjà prêt à les faire. Aubert Tremblay pour CJSR à Lévis. Parlons maintenant culture. Cette semaine, l'artiste natif de Portneuf, James Shelter, va lancer un nouvel album. Avant de passer à l'entrevue avec lui, on va écouter un extrait de sa chanson « In My Prime ». On écoute ça maintenant. I don't wanna get in this shit today. I told you a million times. It's not the way that I used to be, but now I'm in my prime. Alors, on vient d'entendre un extrait de la chanson In My Prime de James Shelter. James, bonjour. Salut. James, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par te présenter aux gens qui nous écoutent parce que, moi je le sais, ça fait longtemps que tu évolues dans le monde de la musique, dans Portneuf et même, j'ai envie de dire, dans le Québec en général. Tu as même été en France, si ma mémoire me trompe pas. Juste expliquer un petit peu ton parcours là, aux gens qui nous écoutent. Oui, donc moi j'ai commencé à faire de la musique très jeune, mais c'est après Cégep en spectacle, en fait, que j'ai commencé vraiment à considérer la musique comme une carrière, là. Avant ça, c'était juste un loisir, mais après Cégep en spectacle, j'ai réalisé que j'aimais la scène et que j'aimerais ça faire ça dans la vie, là. James, tu as exploré beaucoup de styles là, depuis Cégep en spectacle. Quel est le style qui te représente le plus là, dans ta musique? Tous les styles me représentent, mais en fait, j'ai comme une petite touche à moi dans toutes mes chansons, puis que je fasse du rock, que je fasse du rap, que je fasse du folk, il y a comme une petite touche de James Shelter qu'on peut percevoir là, dans toutes les chansons, donc tous les styles, je suis capable de les approprier, là. Depuis, en fait, l'album que tu lances là, ce vendredi, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, fait que dans le fond, l'album s'appelle Let's Move to LA parce que c'est un album que j'ai décidé de faire, OK, ben, je pars aux États-Unis, puis j'essaie de lancer ma carrière. Bon, c'est pas arrivé, mais ça m'a inspiré beaucoup de chansons, dont In My Prime qu'on a entendu tantôt. C'est un album beaucoup plus aussi rock. Il y a beaucoup de chansons plus rock dans cet album-là, puis il y a quelques chansons aussi plus rap, là. Il y en a une ou deux. Mais c'est vraiment un album là, 100% anglo. C'est pas trop mon genre. Je voulais sortir de ma zone de confort, puis je pense que j'ai bien réussi, là. À l'heure actuelle, combien d'albums as-tu à ton actif, James? C'est tous des albums réalisés par mes propres moyens, avec l'aide de certaines connaissances, mais j'ai 3 albums, si on compte celui qui va sortir à minuit, là. Donc à minuit, et là tu dis, il est intégralement en anglais, sauf que dans les 2 autres que tu as fait précédemment, tu explorais un peu plus la langue française. Oui, en fait, mon premier album était 75% franco, 25% anglo. Le deuxième était pratiquement 100% francophone, sauf une chanson qui était anglo.
Puis là, je m'en vais dans 100% anglo. Par contre, je compte revenir pour un autre album qui est déjà en écriture 100% franco. James, tu te promènes encore beaucoup dans Port-Neuf. Même, je pense, ce samedi, tu es du côté de secondaire en spectacle à Louis-Jobin pour faire la deuxième partie. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, exact, parce que ça me ramène un peu à mes racines. Non seulement que ça me ramène dans ma ville natale, mais en plus, ça me rappelle, moi, quand j'étais là, tu sais, quand j'étais à... J'ai pas fait... Ben, j'ai fait une genre de partie hors concours à secondaire en spectacle dans le temps. Mais tu sais, cégep en spectacle aussi, c'est la même ambiance, puis c'est de là que je viens. Donc oui, c'est quand même important pour moi, puis j'encourage vraiment tous les jeunes qui se lancent là-dedans parce qu'on ne sait jamais où ça peut déboucher, là. Comment pourrais-tu qualifier le monde musical pour quelqu'un qui veut se lancer comme toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment ça fonctionne? Le monde musical, c'est... Tu te lances dans un ravin, puis il y a peut-être un matelas qui te rattrape à l'arrivée, mais il faut le faire parce que sinon, qui ne tente rien n'a rien. C'est ma phrase préférée ces temps-ci, là. Fait que, ouais, c'est un gros saut dans le vide, puis t'espères avec de la chance, du travail, des circonstances que tu vas finir par tomber dans ce domaine-là, là. Pour les gens qui ont envie de te connaître un peu plus et aussi d'écouter ton nouvel album, Let's Move to LA, comment on fait pour le faire? Dès minuit, à minuit 1, en minuit 1 seconde, vous allez pouvoir l'écouter sur Spotify, Apple Music, toutes les plateformes qui existent. Si vous êtes avec Deezer, c'est plus exotique, mais il va être aussi là-dessus. Il va être sur vraiment toutes les plateformes. Vous pouvez aussi l'acheter sur iTunes. Malheureusement, il n'y a pas de copie physique, fait que vous ne pouvez pas aller l'acheter au magasin, mais il va être vraiment partout. Il va être sur YouTube, puis toutes les plateformes qu'on connaît là. Si on a envie de te voir en spectacle, bon, évidemment, il y a secondaire en spectacle ce samedi, mais on a envie de savoir un peu comment trouver James Shelter, où on prend ces informations-là. Oui, en fait, dans le fond, moi, j'étais en train justement de planifier quelques spectacles. Là, j'étais plus en écriture. Donc, pour rester, dans le fond, à l'affût de tout ce qui se passe un peu dans la vie de James Shelter, j'ai ma page Facebook, James Shelter, tout simplement. Ensuite, il y a mon compte Instagram, James Shelter. Il y a aussi mon TikTok, James Shelter. C'est tout simplement James Shelter. Vous écrivez ça, puis vous allez le trouver pas plus compliqué que ça. Il y a ma chaîne YouTube aussi, que je pose des vidéos de temps en temps. James, je te remercie pour ton temps avec nous et on souhaite un très beau succès là, pour ton troisième album, Let's Move to LA. Merci beaucoup. Alors nous, maintenant, on poursuit dans les nouvelles, dans le but de soutenir les arts dans les MRC de la capitale nationale, dont la MRC de Portneuf. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé 660 000 $ d'investissement pour la période qui couvre de 2023 à 2026 lors du renouvellement du partenariat territorial. Le montant va être divisé entre les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, Île-d'Orléans, la côte de Beaupré, la Jacques-Cartier et Portneuf. Le préfet de la MRC, M. Bernard Gaudreau, explique que l'entente avec le Calque est un levier nécessaire pour faire rayonner les couleurs artistiques de Portneuf au travers de la capitale nationale. Avec ces montants, les artistes vont être soutenus en plus de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Depuis le 19 janvier dernier, un appel de projet a été lancé pour les artistes écrivains et ces derniers peuvent déposer des projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec d'ici le 6 avril 2023. Maintenant, on discute des affaires policières parce que la Sûreté du Québec a fait appel aux sergentes cavalières Emmanuelle Groslot et Françoise Villot-Quesnel à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour y tenir une opération de sécurité routière. Plusieurs avertissements ainsi que 10 constats d'infraction ont été rédigés lors de cette opération.
La Sûreté du Québec a également tenu le 14 janvier dernier d'importantes opérations de type Impact en motoneige dans les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Accompagné de 4 membres de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, des membres du centre de service au MRC de Pont-Rouge ont patrouillé les sentiers de motoneige des MRC de Portneuf et de Lotbinière. On dit que c'est 1000 motoneigistes qui ont été interceptés et une cinquantaine qui ont reçu un constat d'infraction pour avoir contrevenu à la loi sur les véhicules hors route et ont été remis lors de cette opération d'envergure. Finalement, dernière nouvelle qui concerne la Sûreté du Québec, on demande de rester vigilant comme des vols de véhicules sont survenus dernièrement, surtout dans les MRC de la Jacques-Cartier. Une nouvelle campagne de sensibilisation pour les motoneigistes a été lancée ce mardi 24 janvier par Christian Hébert, le président de l'UPA, et Vincent Caron, le député de Portneuf. Cette campagne se matérialise par l'installation de nouvelles affiches qui rappellent aux motoneigistes de ne pas circuler sur les terres agricoles lorsque c'est interdit. Ces affiches demandent aux motoneigistes de respecter les sentiers balisés. On écoute les propos de Christian Hébert qui concernent cette annonce en compagnie du député Vincent Caron. Alors bonjour, je m'appelle Christian Hébert, président de l'Union des producteurs agricoles de Portneuf. Aujourd'hui, nous sommes fiers, les membres de l'UPA, de joindre à M. Vincent Caron afin d'amorcer notre campagne de sensibilisation auprès des motoneigistes de la région à respecter les sentiers balisés. Dans Portneuf, le couvert de neige abrite des cultures sensibles, comme les céréales d'automne, du foin, de l'ail, des framboisiers, des fraisières, des cultures de couverture ou des engrais verts, et même des ruches. C'est notre garde-manger. Explique qu'il y a des pertes financières énormes pour les producteurs agricoles lorsque les motoneigistes passent sans autorisation dans les zones agricoles. Le voici à nouveau. Important de respecter les sentiers balisés. Quand on sort, ça peut paraître anodin, juste de la neige, mais la neige, c'est une couverture pour notre garde-manger, pour nos sols. En dessous de ça, il y a des grains. De plus en plus ici dans Portneuf, les céréales, c'est des céréales qui sont d'automne, du blé d'automne. Fait qu'on le plante à l'automne pour le récolter l'année d'après. Quand on passe dessus, on brise ce travail-là qui a été fait. Autant la semence qui a été faite, qu'on va devoir rentrer avec de la machinerie pour ressemer. La gestion des eaux aussi pour tout ce secteur-là. C'est autant des milliers de dollars que des pertes agricoles. Quand on arrive au niveau du maraîcher, l'ail a été semé l'année avant, c'est directement une perte. Une fraisière, une framboisière, toutes nos cultures horticoles. Avant, c'était choquant. Vous avez tous vécu la pandémie, l'augmentation des coûts, et là, c'est devenu que ces coûts-là, cette perte-là au niveau des motoneiges, où on prête, puis gracieusement, on offre nos champs, c'est rendu des pertes très importantes. Fait qu'on veut pas une attitude de confrontation, bien au contraire, avec les associations de motoneigistes, on voit une saine cohabitation. C'est vraiment travailler ensemble, sensibiliser, éduquer, puis avoir une approche positive auprès de nos gens. Le député de Portneuf, Vincent Caron, est pour sa part bien conscient qu'il s'agit seulement d'une infime partie des motoneigistes qui dépassent les sentiers balisés. Il explique aussi une autre type de situation qui peut survenir après le passage des motoneiges dans les zones agricoles. Tout à l'heure, Christian me sensibilisait aussi au fait que certains motoneigistes jettent leur canette de bière parfois dans le champ. Cette canette de bière pourrait très bien se retrouver dans la nourriture qu'on va donner aux animaux plus tard, et on pourrait avoir des accidents qui mènent jusqu'à l'estomac qui est complètement arraché de l'animal. Une centaine d'affiches ont été créées pour la sensibilisation. On parle maintenant d'activité physique. Bon, celle-ci traiterait plus de 30 maladies chroniques. C'est ce qu'a rappelé le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Pour l'occasion de l'événement Ça marche Doc, ayant eu lieu ce samedi, le 21 janvier dernier, au Centre Nature de Saint-Basile. Ça marche Doc vise à répertorier des endroits dans la capitale nationale où il est possible de profiter des sentiers de marche et de raquettes
2017. Les sentiers de Québec, Saint-Augustin, Ancienne-Lorette, mais également Lac-Beauport et Chaudière-Appalaches y sont aussi répertoriés. Désormais, 9 municipalités de Portneuf font partie du répertoire. Le cardiologue, M. Poirier, rappelle qu'il faut sortir régulièrement car c'est bon pour votre cœur, mais aussi pour le moral. L'organisme Santé Urbanité a également participé à l'événement du 21 janvier dernier. Un déjeuner pour les entrepreneurs membres de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf va être offerte le 8 février 2023 en collaboration avec M. Charles Millard, le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Se déroulant de 7h à 9h, le déjeuner s'adresse aux membres de la Chambre de l'Est de Portneuf et il va y avoir par la suite du temps pour le réseautage et même une visite du parc industriel de Donnacona. Il sera question du rôle et de la portée de la Fédération, de l'importance d'être membre d'une chambre de commerce, des défis et opportunités pour les entrepreneurs en 2023 et des programmes d'accompagnement pour les entreprises. Un mouvement de mentorat prend son envol dans Portneuf avec l'initiative Pied de biche qui est propulsée par la Maison Plamondon de Saint-Raymond. Le concept est simple. Il s'agit de jumeler les jeunes artistes avec des mentors qui seront en mesure de transmettre leur savoir afin d'aider les jeunes talents à aller de l'avant dans leur art. Plus tôt cette semaine, j'ai discuté avec 2 personnes qui sont en charge de ce projet. On écoute maintenant Sarah Michel et Véronique Bertrand de la Maison Plamondon. Alors, on parle maintenant de l'initiative Pied de biche avec Sarah Michel, qui en est la coordonnatrice. Bonjour, Sarah. Bonjour. Également avec Véronique Bertrand, qui est la directrice de la Maison Plamondon ici à Saint-Raymond. Alors, merci à vous deux d'être avec nous. Donc, Pied de biche, en quoi ça consiste? Du mentorat pour les jeunes artistes. J'aimerais regarder avec vous, Véronique, quel est un peu là, ce concept-là? Alors, Pied de biche, levier créatif, en fait, c'est un accompagnement pour les jeunes de 16 à 26 ans. Pour les accompagner dans un projet de création du tout début, donc de l'idéation jusqu'à la diffusion. Donc, ce qui se passe là, l'appel à projet commence le 1er février. Donc, l'appel est lancé à tous les jeunes pour qu'ils soumettent une idée de création. Et puis, Pied de biche, en fait, l'équipe de Pied de biche est là pour accompagner ces jeunes-là dans le processus de création, pour coordonner avec des mentors qui sont spécialisés dans chacun de leurs domaines artistiques. La personne qui coordonne ce projet-là, c'est vous, Sarah. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment ça fonctionne pour un jeune qui serait intéressé là, par Pied de biche? En fait, là, quand l'appel va être lancé sous peu, il va y avoir un formulaire. Donc, à ce moment-là, ils vont carrément juste déposer le projet en question. On souhaite aussi que les jeunes déposent peut-être des fois en équipe, que ce soit multidisciplinaire, c'est-à-dire que ça peut être un projet, par exemple, j'ai envie d'écrire un récit, puis je vais dessiner au travers ce récit-là. Donc, ça peut être des projets qui sont intéressants aussi. Donc, ils vont remplir le formulaire, choisir le thème. Dans le fond, nous, on voudrait que ce soit un peu en lien avec le territoire, avec la région. Donc, ils peuvent trouver le moyen de poser leurs traces, dans le fond, là, puis de nous démontrer c'est quoi vivre en région pour eux. Puis à ce moment-là, bien, quand ils nous déposent le projet, nous, on va avoir un comité de sélection qui va passer à travers les offres, puisqu'on souhaite avoir et recevoir des tonnes d'offres de tous les jeunes de la région de Portneuf. Puis à ce moment-là, le comité de sélection va choisir 2 propositions qu'on va annoncer là, à la mi-mars. Puis à partir de ce moment-là, bien, nous, on va jumeler avec des mentors qui ont un lien fort avec le projet, qui peuvent les mentorer, les aider à aller à la fin de leur projet, soit à la diffusion, la création, la conception totalement, puis jusqu'à la diffusion à la toute fin, qui risque d'être autour de fin août, début septembre pour la diffusion des projets qui vont être choisis. Vous avez expliqué, bon, c'est des projets qui peuvent un peu avoir un lien avec la région de Portneuf. Quel type d'artiste? Est-ce que la musique, on est là-dedans? Je sais qu'il y a la littérature aussi. Quel type de projets peuvent concorder avec Pied de biche? C'est très large, là. Ça pourrait être, moi j'ai envie de faire un slam, puis j'ai envie de me rendre à la performance. Il y a quelqu'un qui fait mon costume, excusez-moi, j'ai accroché mon micro. Ça pourrait être, tu sais, c'est extrêmement large. Donc ça va de la littérature, la scénographie, art vivant au sens large, donc ça peut être pièces de théâtre, mais on va aussi dans la musique. J'ai envie d'apprendre à sonoriser mon album ou j'ai cette pièce-là d'écrit, mais j'ai besoin d'aide en écriture. Donc, c'est vraiment
culture et art au sens large, donc peinture, dessin, graphisme. Puis il y a même un petit aspect patrimoine aussi, s'il y a des jeunes qui sont intéressés vers ce côté-là aussi des arts et de la culture. Il y a même du perlage. Il y a beaucoup de gens en métier d'art aussi. On a un large répertoire en métier d'art dans la région. Donc, tout ça s'offre à eux. Ils peuvent regarder le répertoire juste pour se donner une idée de vers quoi j'ai envie de tendre. On peut aller en graphisme, on peut aller c'est large. Il y a BD aussi. On a 2 personnes qui sont là pour montrer à faire des BD. Donc, autant le côté écrire la BD que la dessiner. Donc, c'est très large. Et c'est fun aussi, juste en regardant le répertoire, on voit à quel point il y a des talents dans Portneuf déjà. Et je pense que ça fait partie un peu de l'idée de base, c'était de montrer aux jeunes que... ça existe. Ça existe. En fait, c'est aussi pour démontrer qu'il y a une vitalité culturelle dans la région. C'est aussi pour démontrer qu'on peut vivre de notre métier, puis montrer ça aux jeunes. Donc, tous les professionnels qui font partie du répertoire, ils ont une carrière artistique professionnelle, donc ils vivent de leur métier, de leur pratique. Fait que c'est aussi pour démontrer que c'est possible d'en vivre, finalement. Et parle-nous un peu de l'idée de base qui a fait en sorte qu'on voulait faire le projet Pied de Biche. On n'en a pas encore parlé. Pourquoi est-ce que... Bien, l'idée de base, en fait, ça m'est venu dans le sens pour créer l'occasion des rencontres, en fait, pour que les jeunes puissent rencontrer les seniors qui ont des pratiques, puis de les mettre en lien. Parce que je pense que des fois, les occasions se manquent pour se rencontrer les uns les autres. Puis... ça permet ça. En fait, ça provoque ce lien de rencontre-là. Advenant le fait, là, on est à la première édition de Pied de Biche. J'imagine qu'on aura envie de voir plus tard là, que ça se poursuive. Bien, ça se poursuit pour l'année prochaine aussi. Donc, cette année, on sélectionne 2 projets. L'année prochaine, même chose. Après, on souhaite que ça se poursuive, évidemment. Ouais. Évidemment, c'est une très belle initiative. Maintenant, on a parlé, à peu près tous les domaines d'art vont être représentés. Pour les jeunes qui sont intéressés, c'est pas tout de suite qu'on peut s'inscrire. Ça va être dans quelques semaines. On est tout proche. En fait, le site Internet est déjà actif. Ils peuvent lire, voir qu'est-ce qu'il y en est, regarder le répertoire des mentors. Ça va vraiment à partir du 1er février jusqu'au 28. Si les jeunes ont envie de nous appeler, d'appeler à la Maison Plamondon, savoir est-ce que ce genre de projet-là, ça se peut, bien, on est ouvert à ça là, avant le 1er février, évidemment. Il y a aussi le Instagram qui est déjà actif. Donc, les jeunes, souvent, communiquent par là aussi. Donc, moi, je vais être ouverte à recevoir des textos par Instagram pour répondre aux questions des jeunes parce que le but, c'est que le projet soit pour eux, mais par eux aussi. Donc, c'est important que la communication avec eux soit vraiment présente puis qu'ils se sentent à l'aise de nous écrire, nous proposer des choses, savoir si ils s'enlignent bien là, pour répondre au formulaire ou répondre au projet. Puis, je profite de l'occasion pour faire un appel aux mentors. S'il y en a qui veulent se joindre aussi au bottin, c'est vraiment, nous, tout le monde est bienvenu. Oui, c'est ça. On recrute encore. Là, c'est un bottin qui va se bonifier. Ouais. On en a une 40aine en ce moment, à peu près. Là. Puis, nous, on le sait qu'il y en a encore d'autres dans la région qui risquent, en voyant physiquement le projet, de dire, ben go, moi aussi, je deviens mentor. Donc, sur le site aussi, il y a un formulaire pour les mentors, pour devenir mentor aussi pour la prochaine année, puis encore pour 2023. Là. Vous en avez déjà une 40aine. J'imagine que pour les mentors que vous avez approchés, c'est aussi une belle expérience de montrer un peu aux plus jeunes. On l'a dit tantôt, pour les jeunes, c'est une belle expérience, mais pour eux aussi, là, c'est valorisant de montrer ce qu'on est capable de faire. Ils ont répondu assez rapidement, dans le sens où pour chacun, c'était comme une évidence. Ben, d'un, il y a une joie de montrer sa passion puis de la partager, là, souvent chez les artistes en général. Mais ils l'ont tous vécu d'être dans le réseau de Portneuf puis de voir que c'est plus difficile. Souvent, tu sais, à Québec ou à Montréal, on est habitué, là, le réseau est peut-être plus évident. Puis c'est ça qu'on veut faire avec Pied de Biche, c'est qu'il y en a plein d'artistes. C'est juste que le réseau entre eux est moins présent, là, c'est qu'ils puissent se parler, d'aller à l'épicerie puis de voir « Ah, c'est vrai, lui, c'est un mentor, il m'a déjà enseigné ou il m'a déjà... » Tu sais, fait que c'est de créer ce réseau-là puis les liens. Donc, les artistes ont répondu super rapidement à l'appel parce qu'ils voyaient le besoin puis qu'ils avaient envie de partager leur passion. Et souvent, ils ont des jeunes enfants, soit jeunes ou adolescents, et ils ont envie que leurs enfants n'aient pas nécessairement envie de partir à Montréal pour faire un projet ou pour du moins tester un médium ou tester une approche avant de savoir... par exemple, avant de rentrer, je ne sais pas, là, dans un DEC en art plastique, bien, s'ils peuvent le tester avant, voir s'ils aiment vraiment la matière, s'ils aiment vraiment le projet.
ça approche ça aussi. Donc, les artistes ont répondu rapidement à l'appel. Alors, très bientôt, il va être possible pour les jeunes de s'inscrire. Véronique, Sarah, oui. Oui, dernière chose que les jeunes qui déposent un projet ont à gagner. Juste préciser un petit peu ce volet-là. Donc, les projets qui seront sélectionnés, ils reçoivent une bourse de 150 $ en partant. Ensuite, il y a une enveloppe dédiée à la création. Donc, que ce soit pour rembourser des matériaux, des achats, des frais de transport, logiciels ou tout ce que la création a besoin, en fait. Donc, il y a une enveloppe qui couvre les dépenses et en tout, il y a une 50aine d'heures de mentorat par projet. Donc, ça peut être une 30aine d'heures en dessin, une 20aine d'heures en musique, une 10aine d'heures en danse. Donc, les besoins seront répartis selon la nature du projet. Mais c'est quand même une belle opportunité pour ceux qui ont des idées de se laisser aller, puis de faire confiance au processus, puis d'arriver à un but final, puis de diffuser un projet à la fin. Alors, quelqu'un qui a eu une idée depuis quelques années, là, se lance, ça peut être l'option parfaite. Alors, Véronique, Sarah, je vous remercie toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Le ministère des Ressources naturelles vient tout juste d'annoncer des consultations publiques concernant ses plans d'aménagement forestier. Toutefois, certains secteurs ciblés ne font pas l'unanimité car ils se situent au cœur du parc naturel régional de Portneuf. Dans des zones sensibles, Charles a rencontré Sébastien Perrault, directeur du parc régional, qui demande depuis plusieurs années à avoir son mot à dire sur la gestion des ressources forestières. On écoute le reportage de Charles. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts tient entre le 16 janvier et le 10 février une consultation publique virtuelle concernant ses plans d'aménagement forestier jusqu'en 2028. Plusieurs personnes ont été surprises de constater que les secteurs d'intervention potentiels incluaient des zones sensibles dans le territoire du parc naturel régional de Portneuf. Selon Sébastien Perrault, directeur du parc, les projets d'aménagement forestier du ministère démontrent une profonde méconnaissance du milieu. On gère un territoire de 70 km², c'est 70 lacs, c'est 148 jours utilisateurs, il y a beaucoup de sentiers pédestres, il y a des villégiateurs. C'est un territoire qui est sensible, c'est un territoire qui a changé beaucoup depuis la création du parc. On voulait s'assurer qu'avec le ministère, il y ait vraiment un échange constructif avec notre organisation pour planifier ces coupes-là. Puis là, il y a une carte qui est déposée, puis ça a été la surprise totale. Même les gens de notre organisation, on s'est sentis brimés là-dedans. On ne s'est pas senti interpellé. Le territoire, on l'occupe chaque jour, on s'en occupe, on en prend soin. Les chemins sont entretenus collectivement en collaboration avec les acériculteurs, avec les villégiateurs. On prend soin de nos cours d'eau, il y a réaménagement de frayères, il y a de l'éducation qui est faite sur le territoire. Donc, nous, ce qu'on avait demandé, c'est que le territoire du parc naturel régional de Portneuf soit retiré de cette consultation-là. On voulait vraiment prendre le temps de s'asseoir avec le ministère et puis de discuter d'enjeux importants, surtout de zones qui sont très sensibles. Sur les cartes qui nous ont été proposées, il y a 2 zones particulièrement sensibles, notamment au lac Carillon et en bordure du lac Montauban, pour ne pas le citer, à la glacière. La glacière, c'est un phénomène géologique assez impressionnant, puis qui est difficilement explicable. C'est qu'il y a de la glace qui est à cet endroit-là jusqu'au mois d'août. Est-ce que si on va faire des coupes forestières là, est-ce que ça va brimer ce phénomène géomorphologique-là? On ne le sait pas. La forêt du lac Carillon, c'est une forêt qui a été mise en valeur depuis la fin des années 70. C'était le ministère Terres et Forêts de l'époque qui avait fait un projet avec la municipalité de Saint-Hubal pour mettre en valeur cette forêt exceptionnelle-là. C'est des arbres matures en bonne majorité. On parle d'épinettes rouges, d'épinettes blanches de bon diamètre. Il y a aussi une bonne densité de pruches du Canada. C'est des arbres qui sont vraiment intéressants. C'est un territoire qui est vraiment magique. Les villégiateurs ont conservé leur lac de façon exceptionnelle. C'est des sentiers, c'est un milieu qui est vraiment à conserver, là. Nous, on a des installations à cet endroit-là, mais c'est vraiment de faible densité. On a 8 espaces de camping, on a 4 prêts à camper, on fait de la location d'embarcation. Donc, c'est vraiment un développement récréo-touristique de très faible intensité. On se demande qu'est-ce que ça va prendre pour que le ministère comprenne que ce n'est pas acceptable qu'il y ait des coupes forestières à cet endroit qui est vraiment unique.
On est tout à fait pour l'exploitation forestière, sauf qu'on aimerait ça que ça se déroule vraiment de façon harmonisée, en gestion vraiment intégrée des ressources. Il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, il y a des activités récréo-touristiques, il y a des villégiateurs sur le territoire, et la foresterie qui a sa place à cet endroit-là, mais ça doit se faire au bon endroit. Le transport du bois doit se faire au bon moment. Est-ce qu'il y a des arbres exceptionnels qu'on pourrait préserver pour que les clients puissent les observer? L'entretien des routes, l'entretien des ponts, dans le fond, on aimerait que la forêt soit cultivée un peu comme la terre qu'on hérite de notre grand-père. Dans le fond, des activités qui sont peut-être plus fréquentes, de moins gros volume, plus réfléchies, et qui ne se planifie pas derrière un ordinateur à distance. Là, il y a une forte opposition, il y a un fort mécontentement, il y a beaucoup de craintes parmi les villégiateurs, parmi les utilisateurs. On aurait vraiment évité ce genre de mécontentement-là si on avait eu une meilleure connaissance du territoire, puis qu'on aurait peut-être fait des visites terrain avant de planifier des coupes forestières. Ça serait sûrement déroulé beaucoup mieux, là. C'est pour ça qu'on a demandé hier à la consultation publique qui a eu lieu, qu'il y ait vraiment une rencontre en personne dans l'ouest de Portneuf qui traitera uniquement du territoire du Parc naturel régional de Portneuf. Puis on remercie le chef de l'unité forestière d'avoir accepté notre demande pour que cette rencontre-là puisse se dérouler rapidement. Donc, il y a des gens qui nous ont téléphoné, qui ont communiqué avec nous, qui sont inquiets face à ces coupes forestières-là, qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez écrire au député de Portneuf, M. Vincent Caron, pour lui faire part de vos inquiétudes. Vous pouvez vous rendre sur le site du ministère pour les consultations. Il y a les cartes avec les coupes forestières prévues. Vous pouvez émettre des commentaires, vous pouvez émettre vos préoccupations. C'est vraiment important qu'il y ait un maximum de gens qui émettent des commentaires. On veut que les coupes forestières qui se dérouleront à cet endroit-là se passent de la meilleure façon possible pour le milieu naturel, pour le milieu humain. Un incendie a ravagé la caserne de pompiers de Saint-Ubalde le 17 janvier dernier, alors que le feu serait dû à un problème électrique dans l'entretoit de la caserne. Selon ce que l'on peut lire sur le courrier de Portneuf, la ville de Saint-Ubalde a dû réorganiser son service d'incendie et est tout de même capable de donner le service. Le village de Saint-Ubalde avait débuté les préparatifs pour la construction d'une nouvelle caserne. Ceux-ci, évidemment, ont été devancés, les travaux. Le maire de Saint-Ubalde, Guy Germain, a estimé les pertes à près d'1 demi-million de dollars, comme le bâtiment a complètement brûlé. Heureusement, les véhicules qui étaient présents ont été évacués. Maintenant, évidemment, on a cette semaine la chronique de Stéphane Lépine. On se rappelle, c'est la chronique gravée dans notre mémoire où on regarde dans la période qui touche le 26 janvier et la semaine suivante, ce qui a touché l'actualité portneuvoise au courant des dernières années. Voici cette chronique. Alors, encore une fois, 3 événements. Ça va nous permettre de parler de 3 sujets bien intéressants qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Le premier, c'est le 28 janvier 1997. Alors, c'était le début de la démarche rue principale à Saint-Raymond. Voilà, il faut que j'en explique un petit bout, là, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas au courant. Alors, ce que vous voyez au centre-ville, c'est sûr qu'il y a eu quelques incendies qui ont un petit peu gâché le paysage. Mais avant, Saint-Raymond, ça avait été comme une des démarches de rue principale, ça avait été complètement revitalisé. Toutes les façades de bâtiments ont été refaites justement pour que ça ait l'air d'un centre-ville attrayant et qui garde sa touche du début des années 1900. Parce que peut-être que tu le sais pas, mais il y a eu 2 gros incendies à Saint-Raymond en 1898-1907 qui ont tout rasé. Et puis, à l'époque, ils ont dit, c'est pas vrai que ça va revenir. Ils ont tout construit en briques. Alors, ça datait à peu près une centaine d'années, les briques. Et, c'est ça. Rue principale, c'est un organisme fédéral qui peut être, dans le fond, des facilitateurs, justement, pour aider à la concertation. Il y a à peu près un mois, il y a eu un coup d'envoi. On a expliqué aux gens qu'est-ce que c'était que cette démarche de mise en valeur au niveau de Saint-Raymond.
Et à la fin de cette soirée-là, on a dit aux gens, ceux qui sont intéressés de travailler là-dedans, laissez-nous vos coordonnées. Parce qu'on veut, ce qu'on dit, c'est que le comité de gestion, il est essentiel à la bonne marche d'un projet. On ne veut pas que ce soit un projet identifié aux autorités municipales, ou identifié à certaines gens d'affaires, ou identifié à la chambre de commerce. On veut que ce soit un projet collectif. Donc, après que les gens intéressés aient laissé leur nom, on a essayé de voir si ce comité-là était bien représentatif de tous ces secteurs d'activité. On a complété par certains rajouts des secteurs qui étaient manquants. Et les décisions sont prises par ce comité. Et je pense que c'est drôle, ça revient d'actualité aujourd'hui. Hein? Je pense que... Oui, on sait que du côté de l'administration de Saint-Raymond, on veut refaire une revitalisation du centre-ville, donc ça reste d'actualité. Bien, que ça se pourrait que ce soit même être rue principale qui revienne dans le dossier. Je pense qu'ils sont encore connectés avec la ville. Alors, c'est comme tu peux voir, l'histoire, ça roule. Ensuite de ça, en 2002, 28 janvier 2002, juste un petit peu avant, il y a 2-3 ans avant, Duchesnay avait été acheté par la CEPAC. La CEPAC, c'est la Société d'établissement de plein air du Québec. Avant, Duchesnay, c'était plus privé. Là. OK? Donc là, à partir de là, on a vraiment développé le côté touristique. Et en 2002, l'annonce qui avait été faite, c'est vraiment une grosse annonce pour tout rénover l'aspect touristique. C'est là qu'on a construit aussi un hôtel avec spa, tout ça. Et c'est là aussi qu'est parti le projet de l'hôtel de glace. Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais l'hôtel de glace, ça commençait à Duchesnay. Et par la suite, je pense que ça a resté peut-être une dizaine d'années et ça a été déménagé par la suite à Québec. Et le dernier, bien, je trouvais c'était un clin d'œil intéressant. Le 1er février 2007, c'était le premier forum sur l'immigration dans Portneuf. Alors imagine-toi, en 2007, on commence déjà à parler de comment l'immigration pourrait être importante. Et je dois te dire aussi qu'en 2015, il y avait une autre conférence qui était très importante qui disait « Hey, faites attention, les gens vieillissent. Là. De plus en plus, vous allez avoir moins de travailleurs sur le terrain puis beaucoup plus de personnes retraitées. » Alors, tu vois comment la pénurie de l'emploi, ça commençait à s'annoncer déjà en 2007. Là. Ben, tu viens d'avoir un exemple, effectivement. On voulait commencer à préparer les gens. On sait maintenant que les gens qui étaient instigateurs de ça étaient avant-gardistes ou plus ou moins savaient qu'est-ce qui nous attendait. Exactement. Et vous allez voir dans les propos que j'ai retenus justement de la conférence, parce que c'était une longue journée, mais on avait filmé quand même 2 heures de conférence. Tu vas voir, il y a des propos qui aujourd'hui, ils fessent encore. La raison du forum aujourd'hui, d'ailleurs ça vous a été mentionné dans le document d'invitation, c'est que Portneuf va avoir à relever des défis au cours des prochaines années qui touchent le vieillissement de la population, difficultés de recrutement de main-d'œuvre, manque de relève entrepreneuriale, dévitalisation de certaines petites localités. Donc, cette journée de réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, il y a plusieurs pistes de solutions. On peut faire des enfants, d'ailleurs, il y a un baby-boom qui commence, tant mieux. Également, on peut essayer d'amener les jeunes exclus du marché du travail à intégrer le marché du travail, jeunes et moins jeunes. On peut encourager les gens à travailler plus tard, à prendre leur retraite vers 80-90 ans. Et on peut également encourager les jeunes retraités à travailler du moins à temps partiel. Sauf que aussi, on peut faire des efforts pour attirer des nouveaux arrivants, dont des personnes immigrantes. Donc, la journée d'aujourd'hui va vous permettre de faire une réflexion si on veut attirer des immigrants dans Portneuf. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Quels sont les enjeux liés à ça? Donc, la journée vise justement à faire la lumière là-dessus et à la fin de la journée de finalement se positionner. On y va, on y va pas. Si oui, qui est intéressé, qu'est-ce qu'on... On parle maintenant de 2 activités qui arrivent dans Portneuf très bientôt parce que c'est en fin de semaine. Il va y avoir le club de natation unique et sa compétition. En fait, 2 compétitions. C'est les premières depuis qu'on a eu la pandémie de la COVID-19. C'est le 28 et le 29 janvier prochain. Il va y avoir l'invitation unique le 28, mais ensuite, c'est la compétition régionale numéro 3 le 29, soit dimanche. Bon, une autre activité qui arrive très bientôt à
Portneuf, c'est le tournoi provincial de hockey mineur du 26 janvier à Saint-Raymond, hein, jusqu'au 5 février 2023. Ça, c'est le match d'ouverture de hockey qui va avoir lieu à 19h le 26 janvier. Il va opposer les Lynx de Saint-Raymond aux Élans de Charlesbourg. Au courant de la compétition, plusieurs catégories vont être représentées. Le tournoi affiche d'ailleurs complet avec 34 équipes. On en est maintenant à notre dernière nouvelle pour ce bulletin d'information communautaire. Oui, parce que c'est une somme de 59 400 $ qui a été versée à deux médias de Portneuf par le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, selon ce qu'a annoncé Vincent Caron, le gouvernement du Québec, qui veut faire en sorte que les Québécois aient accès à de l'information diversifiée. Donc, une somme de 55 000 $ a été attribuée pour la télévision communautaire de Portneuf, CJSR, et une autre somme de 4 400 $ a été attribuée pour Multimédia Région Portneuf, soit clicportneuf.tv. C'est donc ce qui complète votre émission Info CJSR en ce 19 janvier 2023. Le 26 janvier 2023. Je vous invite dimanche soir prochain pour participer au bingo qui va être encore une fois animé par Philippe Gasse. Je voulais remercier toute l'équipe pour la réalisation de cette émission, soit Tony, Charles, Aubert, Suzy, Félix, Jérôme et Luc, ainsi que nos invités. On se laisse avec des images qui ont été récoltées par Charles Laviolette.